Voici maintenant le point B, c'est-à-dire la troisième vidéo, qui concerne les pratiques pour développer la posture de passeur. Nous changeons là complètement de registre par rapport à l'introduction et à la partie A. Je ne suis plus dans la posture de témoigner de ma propre pratique, mais d'inciter à lancer des chantiers. Alors bien entendu, je vais reparler de mes pratiques, mais je ne peux parler qu'à travers ceci. Mais pour moi, le champ d'expérimentation prime sur le champ du témoignage, c'est-à-dire que nous devons créer, organiser, concevoir une formation de formateurs dans un esprit qui va être un partage d'expérience, de la recherche, avec trois grands domaines qui sont devenir passeur, organiser son espace d'apprentissage personnel, c'est l'organisation numérique, et enfin créer une organisation ou un réseau apprenant. Devenir passeur. Nous avons des enjeux et des objectifs à définir. Bien sûr, nous allons continuer à travers le partage de pratiques à mieux cerner ces objectifs. Et nous avons besoin de cheminer ensemble pour expérimenter et nourrir cette organisation apprenante. Alors là, je vais citer quelques outils qui me paraissent très utiles. La communication assertive et non violente, l'écoute multipolaire, une introduction à la posture d'aidant, et puis en approfondissant donc cette posture d'aidant, et puis tout ce qui concerne les pratiques attentionnelles. Je vais aussi donner un exemple, des exemples de méthodes pédagogiques qui sont mes propres pratiques pour dire, mais voilà, qu'est-ce que vous avez comme autre pratique à proposer qui vont servir ce cheminement, qui vont nous permettre de progresser. Alors j'en cite une qui était liée à des séquences de travail assez difficiles, disons pour des personnes qui étaient en situation de travail, d'autres en chômage, qui se passaient sur une durée de 4 heures entre 18 heures et 22 heures. Et j'ai dû trouver une modalité qui permette que ces participants soient moins fatigués à la fin de la formation, à la fin des 4 heures, que quand ils arrivaient en début. Et cette méthode que je développe là se développait en 4 temps, éprouver, expérimenter, apporter du contenu, et là je deviens transmetteur, et puis un quart de ce temps, le bilan vécu de cette séance de 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures. Alors il est évident qu'en 1 heure, le bilan c'est très très gourmand en temps. En 4 heures, c'est très confortable de disposer d'1 heure pour retirer chez chacun le vécu de ce qui a été partagé. Et pour tenir 4 heures, il faut utiliser des techniques qui permettent de réduire la fatigue, des temps de relaxation, des temps un peu ludiques. Et puis, la partie dure, qui est la conceptualisation, ne venant qu'en troisième temps, quand il y a déjà eu matière d'expérimentation. En petits groupes, 2 ou 3, en grand groupe, l'idéal est entre, disons, 12 et 16, mais on peut aller jusqu'à 25 sans problème. Et j'ai expérimenté jusqu'à 56 personnes. Et là, c'est une démarche qui ne correspond plus à mes possibilités physiologiques, je dirais. Ensuite, l'idée qu'une formation longue, par exemple, sur une année de 20 heures, de 40 heures, de 60 heures, devrait être co-construite en termes
de plan de formation avec des participants, plan qui peut être quelque part imposé le premier trimestre, mais qui se colore le second trimestre et qui se co-construit complètement le troisième trimestre. Bon, ensuite, évidemment, on reviendra sans cesse sur cette notion d'écoute, d'accompagnement et d'animation d'ateliers de parole qui s'éloigne beaucoup de la posture d'enseignant traditionnel. La posture, le processus d'innovation sociale et systémique, c'est un moyen pour moi, c'est issu de toutes les expérimentations que j'ai réalisées dans le cadre de l'atelier Art Sciences avec l'Hexagone de Mélan, cette idée que nous ne pouvons pas nous arrêter au brainstorming en termes de créativité et que nous avons besoin de partager des représentations mentales que je dirais complexes, multipolaires, et ceci nécessite, en termes d'exercice pratique, un temps relativement réduit de 2 heures, éventuellement 3 heures. Enfin, cette pensée multipolaire s'intègre beaucoup, est issue de ce que j'ai développé sous le sigle de penser, agir en simplicité, c'est-à-dire mettre en mots, en pratique, en action, la méthode, l'œuvre majeure de Edgar Morin, qui s'applique beaucoup plus à la mise en œuvre de stratégies, de prise de décision, quand nous n'avons pas à résoudre des problèmes solubles, mais à résoudre des problèmes qui n'ont pas de solution. Nous devons faire un pari, nous devons faire stratégie, ruse, etc., avec le réel. Enfin, la création, la construction ensemble peut se réaliser à travers la découverte, par exemple, d'une vidéo provenant par exemple du Collège de France, et que dans un petit groupe de travail, eh bien, nous allons digérer ensemble et en réaliser une synthèse collective. Enfin, je terminerai par la notion d'évaluation qui me paraît indispensable. Cette notion d'évaluation, une longue liste a déjà été donnée de différents types: satisfaction, atteinte d'objectifs, efficacité. L'évaluation paradoxale et l'auto-évaluation sont deux domaines que j'ai expérimentés, c'est-à-dire je me fais évaluer pour comprendre ce que les élèves ont appris, ont été transformés, mobilisés par ce que j'ai fait. L'évaluation paradoxale, c'est aussi demander un travail de synthèse en une page après une prise de notes structurée, mais j'y reviendrai ultérieurement. Donc, s'évaluer enseignant comme participant, puisque nous sommes tous finalement des pairs en cheminement, en quête d'apprentissage. Donc, je vais y revenir dans la partie qui suit. Mais avant, donc, je voudrais revenir sur cette notion de pédagogie hybride dans laquelle il ne faut pas exclure les extrêmes, mais se balader d'une expertise, des expertises verticales académiques aux intentionnalités, aux besoins, aux logiques de récit qui sont le propre de l'éducation populaire. Et nous avons à penser et agir en complexité quand on se réfère surtout à des compétences et à des connaissances que l'on veut développer pour demain, c'est-à-dire des connaissances que l'on a d'abord à créer, car le monde de demain, il est fait d'inconnus et nous pouvons travailler sur ce futur. Développer de la reliance, de la dialogique,
faire dialoguer des logiques différentes et des approches connexionnistes, multipolaires. Nous avons donc à la fois conjugué l'incertitude et l'incomplétude face à l'inconnu, ce qui est très très différent quand l'on traite de connaissances et de compétences passées qui sont maîtrisées, qui sont cernables. Nous n'avons pas du tout la même posture. Donc le point 2, c'est développer un espace d'apprentissage personnel numérique. Et pour cela, je vais revenir sur les différentes phases de l'apprentissage, que l'on soit du côté formateur ou du côté animateur, passeur, et de l'autre côté étudiant, en devenir de formateur, en devenir d'intervenant, donc sans frontières. D'abord, la prise de notes organisée. L'idée que même en 4 heures de formation, on puisse ne pas prendre de notes pour être à l'écoute, ne pas avoir à simultanément entendre et synthétiser sur un papier, quitter les approches scolaires, réduire la prise de notes en continu, donc, accroître la capacité d'écoute, accroître la faculté d'attention et réduire la fatigue. Donc, j'utilise pour ce dispositif des prises de notes qui sont séquentielles de 2 à 3 minutes tous les 3 quarts d'heure, toutes les heures environ. Donc, 4 prises de notes. Ça peut aller un peu plus loin, ça peut aller jusqu'à 8. Et une prise de notes, c'est 1 ligne à 2 lignes maximum. C'est un petit dessin. Et donc, la synthèse qui va se faire dans le bilan, le 4e temps, va consister à ce que chacun reprenne ces petites prises de notes et finalement fasse ressortir dans l'instant présent, hein, la formation c'est un tous en un, on découvre et on fait un bilan. Qu'est-ce que l'on va partager chacun de ce temps que l'on a passé ensemble? Donc ces éléments servent de prise de notes pour réaliser des évaluations en vivant et aussi en différé par la remise d'un écrit. Voilà. Donc je vous ai donné quelques exemples. Alors, ceci conduit à l'EAP numérique, c'est-à-dire l'espace d'apprentissage personnel. L'EAP numérique est une organisation pour moi toujours en mouvement et redondante pour des problèmes de sécurité. Donc, je stocke mes données à la fois sur PC, sur disque dur externe et sur les multiples plateformes du web. Et je parlais de vidéos qui étaient dans YouTube, mais je les ai aussi sur mon disque dur externe. J'utilise Google Drive pour essentiellement l'avancement de mon travail d'écriture. Et entre autres, j'ai incité, mais sans beaucoup de succès, à faire de la coécriture de livres. J'ai utilisé Dropbox pour tout ce qui est le partage de connaissances que j'ai mis en mots en PowerPoint essentiellement, mais aussi mes livres numériques. J'utilise depuis quelques années la plateforme Écosciences, car là, il y a un très gros potentiel de lecteurs. Et donc là, j'écris beaucoup d'articles. J'ai aussi beaucoup d'articles dans plusieurs plateformes, donc des blogs que j'ai créés dans WordPress. Et puis, il y a aussi la plateforme UIAD dans laquelle j'inscris un certain nombre de documents. Alors, l'organisation de cette EAP, bien, j'en ai donné quelques exemples. Là, par exemple, toutes mes vidéos
de formation sont intégrés dans un répertoire qui vont de l'alpinisme, la complexité, le devenir passeur, l'épigénétique, la gestion du temps, etc., etc. Et dans lequel, à la fin, j'ai aussi lié mes publications blog, les accès, et mes publications en PDF. Et là, on peut voir que pour, par exemple, les neurosciences, eh bien, j'ai développé un certain nombre de vidéos. Et puis pour la complexité, où j'ai beaucoup plus travaillé, puisque c'est une formation qui dure à peu près 60 heures, il y a donc un certain nombre de vidéos qui caractérisent ces temps forts de chacune des phases de l'acquisition de la pensée, du penser-agir en simplexité. C'est-à-dire, on passe de la complexité à sa mise en œuvre, comme le cerveau, face à des multiples potentialités d'action, décide à un moment donné de prendre celle-là plutôt qu'une autre. En référence à Alain Berthoz, qui a écrit un magnifique livre sur la simplexité. Un autre exemple, c'est les supports de PowerPoint produits et partagés sur Dropbox. Donc, j'ai un certain nombre de champs, de répertoires, apprendre ensemble, organisation apprenante, pédagogie, penser agir en complexité, les projets de personnel de développement, la publication, etc., etc. Et j'ai donné quelques exemples, donc 2 exemples sur apprendre ensemble, les différents sous-répertoires et les répertoires de projets de développement, devenir entrepreneur, la gestion du temps, le management de soi, les mutations, les neurosciences, voilà, etc. Et ceci est très vivant, c'est-à-dire que tous les 5-6 ans, je suis amené à bouger tout ça parce que, d'une part, il faut réactualiser et d'autre part, les liens ne sont pas toujours maintenus. Et enfin, c'est une façon de garder en mémoire tout ce que j'ai produit, donc de réactiver, de me remémorer tout ce qui est disponible. Et évidemment, il y a une transition entre ce que j'ai réalisé en PowerPoint, qui est en gros recouvre une grande partie de ma vie professionnelle, puis à partir des écrits, vers les écrits, j'ai commencé à peu près dans les années 2000, et qui se poursuit toujours, et enfin la mise en vidéo pour participer à l'école inversée, c'est-à-dire que le participant découvre avant de venir dans une séance en présentiel, de telle manière à ce qu'en présentiel, on travaille sur les pratiques, les mises en œuvre, les expérimentations, et qu'on axe le travail sur le questionnement collectif. Enfin, je vais terminer par l'organisation apprenante, qui est finalement le lieu de vie de devenir passeur, comment on va pouvoir le mettre en œuvre. Donc, il y a plusieurs cercles, ce sont des réseaux à frontières poreuses entre un petit groupe de travail très investi, avec un deuxième cercle de participants aux séminaires, aux ateliers de façon intermittente, soit pour des raisons de disponibilité ou d'intérêt. Et puis, enfin, ouvert à tous, adhérents, non adhérents, il n'y a pas de frontières pour pouvoir avoir un suivi à distance et une consultation de la documentation numérique. Il faut la structurer et l'EAP, pour ça, une grande richesse. Donc, on voit la fonction de veille et de recherche, vivre et intégrer les ruptures numériques en temps réel, améliorer de manière continue cette formation de formateur qui va faire que une organisation, une association va adapter sa pratique au temps et à l'accélération du temps dans cette époque très perturbée, à la fois par les aspects sanitaires de Covid, mais aussi par le bouleversement du numérique, ça va très vite, le bouleversement de la famille,
des familles recomposées, le bouleversement économique, le changement d'économie, cette intégration de l'économie de la rareté à l'économie de la profusion et du faiblement pérenne. Amélioration continue des supports pédagogiques, recherche et expérimentation sur les attentes du public, formateurs compris, évidemment, sur l'efficacité et les techniques d'évaluation, sur la pérennisation du modèle socio-économique d'une organisation donnée. La fonction d'animation, qui est le deuxième point, et de production, animer des séminaires de mise en appétit, d'intégration d'intervenants, d'amélioration des pratiques, production des supports pédagogiques, ouverture, diffusion et déploiement pour que ce ne soit pas toujours les mêmes qui portent cette démarche, et développer un espace d'apprentissage collectif à l'UND, de formation, de formateurs. Donc, en annexe, je vous ferai parcourir très rapidement, je vous le laisserai d'ailleurs parcourir, ce qui est, je dirais, mon ossature de ce que je peux partager. Mon ossature en termes d'écrit, de vidéo et de présentation en PowerPoint. Des livres qui m'ont beaucoup influencé. Les accès à mes blogs, etc. Donc, je vous laisse découvrir. Et je m'arrête ici sur ce deuxième point, le point B, qui clôture les 3 vidéos de présentation de ce que j'appelle comment devenir passeur.